Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e émission de TechPaf. Salut. L'émission consacrée aujourd'hui au Mobile World Congress, salon à Barcelone sur la téléphonie mobile et les produits mobiles en général. Alors, pour discuter du Mobile World Congress, aujourd'hui je suis avec Vincent. Vincent, Salut bonjour. Manu, salut tout le monde. Alors Vincent, Ouais. déjà, qui es-tu? Alors qui je suis? Qui Présente-toi. sommes-nous peut-être? Qui sommes-nous? Alors voilà, donc Manuel et Vincent du site Frandroid. Je ne sais pas si vous connaissez, la référence en matière de tests notamment de smartphones sous Android. Et aujourd'hui on est en exclusivité sur Twitch pour vous parler, donc comme Manu l'a dit, du salon MWC de Barcelone qui se déroulera dans 2 semaines maintenant, c'est ça. Et en fait c'est un salon, je ne sais pas si vous connaissez. Un peu moins de 2 semaines. Un salon, en gros, on va avoir énormément d'annonces de la part de LG, de la part de Huawei, bref, de la part de tous les constructeurs mondiaux de smartphones, de tablettes, de montres connectées. Et la bonne nouvelle, c'est que Frandroid s'y rend. On y est en masse parce qu'on sera avec Numérama également et on sera 9 sur place. Et en gros, on va courir le salon pour découvrir donc toutes les nouveautés de smartphones, de tablettes, de montres connectées, etc. Et tout le reste. Et là, on se fait une petite émission spéciale à moins de 2 semaines du salon parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu des confirmations, il y a eu des semi-annonces, il y a eu des officialisations. Et du coup, Et on a des attentes. Voilà. Du coup, déjà, si vous êtes curieux, en même temps que le live, vous pouvez aller voir sur Frandroid parce qu'il y a plein d'articles sur le MWC avec les rumeurs, etc., nos attentes également. Et du coup, on est là ce soir avec Manu pour discuter en fait de toutes les rumeurs autour du MWC, tout ce que l'on attend et tout ce que l'on sait surtout parce qu'on sait déjà pas mal de choses, Manu, sur tout un tas de sujets. Exactement, mais déjà, rappelons que le concept de l'émission, c'est de discuter tous ensemble en live. Donc vous pouvez interagir avec nous directement via le chat de Twitch ou alors sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le hashtag TechPaf qui s'affiche en haut à droite de votre écran. On a Lou aux commandes derrière qui s'occupe de récupérer vos questions, de nous les envoyer juste ici. Et donc nous, on va essayer d'y répondre et d'interagir avec vous au maximum. Du coup, pour ce Mobile World Congress, on attend pas mal de produits, il y en a qu'on n'attend plus, mais pour prendre plus ou moins dans l'ordre de ce qui va être présenté, on sait déjà par exemple que LG va frapper fort puisqu'ils vont présenter le LG G6. Tout à fait. Donc leur haut de gamme qui succède au Optimus G, G2, G3, G4, G5. Jusqu'à présent, un peu mal. Et ce G6, donc on l'attend particulièrement puisqu'il va essayer de révolutionner un petit peu, on le voit là, casser. On voit le rendu 3D. C'est ça. Et ouais, en effet, il va essayer de remplacer le G5 qui a clairement déçu la plupart des gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été déçu ou si vous avez aimé le G5, n'hésitez pas à nous le faire part. Savoir. Mais là, ce qu'on voit, normalement, ça sera plus ou moins ce qu'on aura au final, parce que Onyx, c'est un leaker, on appelle ça, donc qui arrive à recevoir des plans, c'est ça? C'est ça, directement des usines chinoises, voilà. en fait. Il a les Blueprint, merci. Qui lui permettent après de faire un rendu 3D de ce à quoi ressemblera l'appareil. Alors il y a quelques petits détails qui peuvent différer, notamment au niveau de la couleur, puisque c'est pas indiqué sur les plans, mais en général, il est d'une fiabilité assez extrême dans les informations qu'il partage. Donc on peut se fier assez à ce design. Du coup, sur le design, on peut déjà noter plusieurs petites choses, à commencer par une apparence très similaire à celle qu'on avait sur le G5 tout à fait, de l'année dernière. Un détail majeur près, c'est l'absence de modularité. Ouais. Et je dirais heureusement finalement. Et heureusement, puisque c'est un des défauts du G5 qui a rebuté pas mal de monde. Moi le premier, j'étais fan du G3 et du G4. Le G5 m'a... Peut-être qu'on peut expliquer rapidement ce que c'était le concept de modularité si vous ne connaissez pas trop le G5. J'allais y aller, mais vas-y, je te sens chaud, vas-y, lance-toi. Alors du coup, c'est LG qui a essayé de se dire, tiens, et si jamais le smartphone, c'était pas juste un appareil, mais qu'on pouvait mettre une carte son, un haut-parleur différent, une batterie de plus grande capacité, etc. Et donc en fait, on avait tout en bas de la coque, on appuyait sur un petit bouton, on faisait sortir la batterie avec son logement, et on le remplaçait par ce que je viens de dire. Donc c'était soit une batterie de plus grande capacité, c'était une carte son, c'était une poignée, haut-parleur, une poignée qui faisait appareil photo, mais en fait ça servait de l'appareil photo du téléphone.
Franchement, c'était naze parce que la finition était ridicule. Déjà, la finition était très mauvaise. On Voilà. sentait quand on passait le doigt sur le dos de l'appareil qu'il y avait un problème de raccord. Mais surtout, un des gros problèmes de cette modularité, c'est que les modules ne pouvaient pas se débrancher à chaud, puisque Oui, quand on enlevait la partie modulaire, Ça rebootait, ça enlevait la batterie. Ouais. Donc, de toute façon, le téléphone ne pouvait plus Voilà. continuer de fonctionner. Donc, on était obligé de redémarrer l'appareil, contrairement à Motorola. Enfin Lenovo, avec le Moto Z, qui a réussi à proposer son alternative à ces modules, avec des modules qui peuvent se brancher à chaud, ce qui est beaucoup plus pratique. Des modules magnétiques en plus. C'est ça. C'est super Donc, sympa à enlever et à mettre. C'est super simple, ça tient bien. Alors, Ouais. je sais pas si... On n'a pas les chiffres, je sais pas si ça a marché réellement en termes de vente, mais en tout cas, à l'usage, c'est beaucoup plus pratique, ça, il n'y a pas photo. Alors du coup le G6, parce que là on a parlé du G5, mais en fait on s'en fiche du G5 finalement. Le G6, rapidement, on a pris notre petite note, parce que même si on connaît certaines caractéristiques techniques, on ne peut pas se rappeler exactement de toutes les specs. Notamment, c'est l'écran moi, qui me donne bien envie, parce que il aura un ratio totalement différent de ce qu'on connaît actuellement, donc ça ne sera pas du 16 neuvième comme on a actuellement sur les smartphones ou même sur les écrans d'ordi, ça sera du 2:1. 2 pour 1, ouais. 2 pour 1. Et du coup, ça donne une définition un peu bâtard de 2880 par 1440 pixels. Donc on est un peu plus que de la 2K habituelle. Ouais. On garde une base de 1440 sur la largeur. Par contre, une hauteur légèrement plus grande, puisque en fait, on va avoir deux affichages. On va avoir l'affichage principal de l'écran 16:9 habituel avec le système et un écran supplémentaire, comme on l'a vu sur les LG V10 et V20, qui sont sortis uniquement aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pas en France, qui permettent d'afficher des raccourcis vers des applications, qui permettent d'afficher les notifications et qui peut s'allumer indépendamment. Ce qui est pratique, notamment en termes d'économie d'énergie, pour afficher des petites infos fugaces. Et puis surtout, ce qu'on voit bien à l'écran là en bas, c'est que LG nous promet un écran borderless, donc sans bordure. Après, ça sera jamais sans bordure, forcément. Je pense que ça sera même plus de bordure que le Mi Mix, mais au moins un téléphone agréable à tenir en main, c'est-à-dire un grand écran, et finalement, ça sera pas un gros format. Un peu comme, je dévie rapidement juste 10 secondes, mais aujourd'hui il y a une rumeur qui m'a vraiment bien donné envie, c'est sur Apple. Voilà, sur Apple. Forcément. Mais, alors non, c'est vraiment le form factor, c'est-à-dire que l'iPhone 8 là, qui serait à plus de 1000$ en premier prix, donc c'est vraiment n'importe quoi, avec l'écran OLED, j'adore les écrans OLED, aurait donc un écran de 5,8 pouces dans un form factor de 4,7 pouces, c'est-à-dire que vous prenez l'iPhone classique actuel, le petit, et en fait vous mettez un écran de 5,8 pouces dedans, alors que normalement c'est du 4,7. Donc là je dis c'est tout bon, moi j'achète ce genre de téléphone sous Android, vivement qu'ils nous fassent la même chose. Il y a le Mi Mix qui commence à arriver. Ce que j'allais dire, il y en t'as a pas encore d'autres. acheté le Mi Mix. Non mais le Mi Mix c'est trop gros je trouve, enfin c'est... Il est lourd, il est large, il est lourd, en plus c'est une brique, voilà. C'est vrai qu'en fait Donc, j'étais très déçu. C'est ça, et je sais pas si, est-ce que dans la liste là, alors déjà on a une question sur Twitter de Papouche, qui nous dit, vous pensez quoi sur le P10? Alors, est-ce qu'on a fini avec le G6 ou pas? Est-ce qu'on se dit qu'on a fini? Est-ce qu'on survole vite fait les caractéristiques? Allez, Déjà, rapidement. il y a deux choses à dire sur le G6. La première, c'est qu'on n'aura pas de Snapdragon 835, donc le nouveau Proco de Qualcomm, qui a été mis de côté par Samsung, qui a tout volé. Il a volé toute la production. Vu qu'ils gravent le processeur, ils en ont profité pour signer un contrat d'exclusivité, donc c'est eux qui ont toutes les premières productions. Donc c'est un processeur qu'on ne verra pas normalement au Mobile World Congress à Barcelone à la fin du mois. Donc on aurait un processeur Snapdragon 821, la même chose que ce qu'il y avait sur les téléphones de fin 2016. Deuxième petit point intéressant sur le LG G6, c'est que ce serait le premier téléphone non pixel à embarquer Google Assistant nativement. Alors nous, ça ne nous regarde pas de toute façon, vu que de toute façon, Google Assistant n'est pas encore disponible en français. Et c'est vraiment dommage parce qu'on l'a testé et c'est vraiment magnifique. Mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Et sinon, petit détail facultatif, dirons-nous, la présence de l'USB-C et du port jack qui se fait de plus en plus rare ces derniers temps. Donc c'est agréable d'avoir un haut de gamme qui ne va pas chercher dans la finesse et qui enlève le port jack juste pour ça. Donc maintenant, je pense qu'on peut répondre à la question de Papouche et passer sur le Huawei P10, qui est la deuxième grosse tête d'affiche du salon. Donc, qui succède au P9, qui était plutôt sympa, qui visait
le haut de gamme tout en restant abordable, puisqu'il était autour de 500 € si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on va avoir à peu près pareil. La preuve, on le voit à l'écran, Voilà. on reste sur un design plus ou moins similaire, en tout cas à l'arrière, et avec un capteur d'empreinte qui est désormais à l'avant. Alors là, ça me... C'est vrai que ouais, ça change beaucoup. Alors pourquoi? Je sais. Ça ressemble à du Meizu. Ça ressemble un peu à du le Meizu. capteur. C'est vrai que c'est très curieux, sachant que la tendance va à supprimer le capteur d'empreinte à l'avant, justement le mettre à l'arrière pour pour réduire les bordures et laisser de plus en plus de place à l'écran sur la façade avant. A priori, donc là encore une fois, on est sur un leak de Onlix, si je dis pas de bêtises, C'est ça. qui reprend encore les plans d'usine. Et le capteur est à l'avant. Donc c'est très étonnant. On verra ce que ça va donner. Mais pourquoi pas. Ouais, à voir dans la pratique. Ouais, j'espère qu'ils n'auront pas trop agrandi les bandes en dessous, parce que c'est vrai, à une époque, comme tu dis, où on cherche à tout miniaturiser. C'est dommage d'avoir quelque chose en plus à l'avant. Après, moi personnellement, j'aime bien avoir un bouton à l'avant quand il n'y a pas de fonction de réveil comme le double tap sur l'écran pour pouvoir le réveiller. Parce que c'est vrai que toute la journée, quand je travaille, j'ai mon téléphone posé sur le bureau. Je l'allume rapidement en appuyant sur la touche. C'est assez pratique. Du coup, ce P10. Ouais, alors sachant qu'il y aurait un P10 et un P10 Plus. C'est ça. C'est ça. Et toi, là, je vois rapidement tes notes. C'est le P10 ou le P10 Plus que tu as noté? Parce que je vois le 5.5 QHD. Là, a priori, c'est le P10. Ok, d'accord, le P10, donc ça serait du 5.5. Donc le P10 Plus, ça serait plus que le 5.5, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Mais on n'a pas les dimensions exactes du P10 Ah Plus. oui, voilà. Peut-être que grâce aux bordures, aux écrans avec un peu moins de bordures, on pourrait avoir un 5.5 qui serait pas aussi gros qu'une brique. À une époque, il était question d'un P10 avec capteur d'empreinte à l'arrière et un P10 Plus avec capteur d'empreinte à l'avant. Okay. A priori, c'est pas le cas d'après Onlix, donc à voir ce qui va arriver réellement. La RAM, on peut parler rapidement de la RAM. On peut parler rapidement de la RAM, si on peut vous parler êtes des un gamer specs. sur PC, vous avez quoi? 8 Go de RAM, 16 Go si vous êtes un hardcore gamer, que vous avez du montage vidéo à côté. Là, je vois sur ta fiche technique 6 Go de RAM, sachant qu'apparemment, il y aurait une version dotée de 8 Go de RAM qui serait en préparation. Donc là, on se dit... Et a priori, le P10 Plus sortirait directement avec 8 Go. Okay. Et là, on se dit, what the fuck? Est-ce que 8 Go, ça sert à quelque chose? On est déjà à 6 Go avec des téléphones comme les OnePlus 3T et compagnie. Faut être gourmand. Faut être gourmand. Faut être un gros gourmand. Après, c'est pas ça non plus qui va consommer, donc plus on en a, plus on verra ce qu'ils pourront en faire. Que dire de plus sur ce téléphone? C'est sympa parce que je vois 128 Go. C'est ça, jusqu'à 128 Go de stockage. Alors après, avec Huawei, il faut toujours se méfier de ce qui est annoncé avant, parce qu'effectivement, il y a peut-être jusqu'à 128 Go de stockage qui est prévu. C'est pas sûr que cette version arrive en France. Ouais, tout à fait. On a souvent vu des téléphones annoncés avant leur officialisation avec 128 Go de stockage, mais que cette version soit exclusive à la Chine et que nous, on soit limité à 32 ou 64 Go au maximum. Il y a même eu des rumeurs de 256 Go ces derniers jours, donc à voir si on reste là-dessus ou pas. La régie nous fait signe qu'il y a 800 viewers. 500. 500 pardon. Je lis 500 et j'annonce 800, alors voilà. Non, ça c'est après. Merci à vous en tout cas, si vous nous avez rejoints. Donc voilà, nous sommes Frandroid, si vous nous découvrez. On va partir au MWC pour découvrir les annonces, produits, smartphones, tablettes, etc. Et on vous fait un petit brief petit bilan de nos attentes, de ce qu'on peut attendre du salon. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des questions, si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à les poser dans le chat de Twitch ou à interagir avec le petit hashtag TechPath. Pour l'instant, on a parlé du LG G6 et du Huawei P10. Alors, on n'a pas parlé de prix d'ailleurs, parce que le Huawei P10, il y a quelques rumeurs sur les prix. A priori, ils sont contradictoires un peu. C'est le problème, c'est que souvent on a des prix en devises chinoises qui sont et en plus hors taxe, qui sont convertis un peu salement, donc on ne sait pas trop. Mais a priori, quand même, il serait plus cher que le P9.
Donc on l'a dit tout à l'heure, le P9 était aux alentours de 500 €. Ouais. On pourrait s'attendre à ce que 600, ouais. à De toute taper façon, sur du 550-600 facilement. C'est les habitudes de Huawei. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop cette marque, enfin on commence à la connaître de plus en plus, mais chaque année sur leur flagship, donc c'était le P7 qui est devenu le P8, le P9 et donc cette année le P10, ils ont tout le temps augmenté chaque année de 50, 100 € quand ils étaient vraiment fous. Et au début le P7, P6, il était coûtait cadeau. que dalle, c'était 250, 300, C'est ça. 300 €. Et là voilà, on commence à parler de 500, 550, 600, donc on voit bien qu'ils ont d'abord posé les bases et qu'ils sont montés petit à petit sur le sujet. Ah bah il faut la payer, Scarlett Johansson. Hein. C'est quand quand même même. la pub, c'est ça? Pour le P9, ouais. Ok. Petite question, tiens. Alors, on a deux questions. On a Brianson9 sur Twitch qui demande l'annonce de Google Assistant en français, puisqu'on on en parlait juste avant avec le G6. Eh ben, 2017. 2017, mais on n'a pas de date précise pour le moment, donc on espère que ça arrivera quand même assez tôt. Ce serait bien que Google nous l'annonce à la Google I.O. en mai, peut-être même avant. Ce serait une bonne nouvelle, mais on n'a aucune certitude pour le moment. On a également Brianson9, toujours lui, sur Twitch, qui nous demande, avez-vous parlé de la RAM du G6 Non. Non, pas vraiment. On n'en a pas parlé. Si je dis pas de bêtises, les rumeurs aussi entre 4 et 6. Ouais. Mais il n'y a rien qui est fixé pour le moment, donc on essaye de pas non plus donner toutes les rumeurs qu'on peut entendre. Et encore une fois, ça va sûrement dépendre des pays. On aura sûrement du 6 Go en Corée, par exemple en Asie, du 4 Go en Europe. C'est possible aussi qu'ils fassent plusieurs déclinaisons avec 4 Go de RAM, 32 de stockage, et 6 Go de RAM pour 64 Go ou 128 Go de stockage. Donc ça, c'est vraiment des petits détails qui parfois sont attendus jusqu'à l'officialisation du téléphone. Et puis juste une petite note un petit peu personnelle, enfin vu qu'on a l'occasion de tester pas mal de produits sur Frandroid, la RAM, moi c'est vraiment pas du tout ce qui me fait peur pour ce salon. Ils peuvent annoncer de 3 à 8 Go, franchement bon 3 tu te diras peut-être ok ils sont un peu radins. 4, ça commence à devenir la norme pour du haut de gamme, hein, je parle. Mais dans les faits, quand on fait des tests, déjà 3 Go, c'est vraiment costaud. 4 Go aussi, tu peux ouvrir franchement 20 applications et revenir sur la première que tu as ouverte. Elle est tout le temps en RAM, et elle est toujours en RAM, pardon. Et ça va être plus sur du tweaking de la part des constructeurs. Par exemple, Samsung sous Marshmallow, c'était une horreur. Tu revenais sur la 5e appli que tu avais ouverte. Elle était déjà fermée. Voilà, elle était fermée, tu devais la recharger. Avec Nougat, ils ont grave amélioré les choses et du coup, c'est surtout en fait sur la gestion de la RAM. T'as beau avoir 8 Go, si t'as une gestion pourrie de ta RAM, ça sert à rien. Donc ça d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, sur notre chaîne YouTube, Omar a fait un comparatif speed test entre le S7 sous Marshmallow, le S7 sous Nougat, où il lance tout un tas d'applications et il revient dessus derrière et du coup on peut voir la vitesse, la différence qu'il y a à chaque fois sur les deux versions. Et du coup, quand même, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu en penses du P10 ? Ah, qu'est-ce que je pense du P10 Alors, on va essayer de rester sérieux sur cette histoire du P10 parce que ça va faire des titres un peu accrocheurs dans la presse, hein, vous verrez, on vous a préparé des petites surprises. Mais pour parler du P10, qu'est-ce que je pense de ce P10 à voir. Alors moi, les rendus presse, enfin c'est pas les rendus presse, pardon, les rendus 3D semblent beaucoup plus qualitatifs que les anciens P. Enfin le P9 c'était assez quali par rapport au P8. Là, j'ai l'impression qu'ils utilisent de l'alu. Voilà, on peut le voir à l'image. J'ai hâte de le voir en fait, parce que alors si vous connaissez pas Huawei, ils ont une interface constructeur. Alors, je vous explique rapidement ce qui se passe. Le Huawei, donc quand ils ont choisi le nom P10, ça succède au P9, forcément. Nous, vu qu'on est un petit peu des gamins chez Frandroid, on s'est dit tiens, P10, ça rime avec quoi? Je vous laisse deviner avec quoi ça rime. Et du coup, on a hâte que Huawei dévoile son P10 pour pouvoir faire des jeux de mots dans les titres, dans les sous-titres, etc. C'est pour ça que... Et la régie est morte de rire derrière. La régie et nous fait des signes depuis tout à l'heure. Vous êtes pas sur ce fou rire, mais c'est pas grave, balayons tout cela. Du coup, ceux qui ne connaissent pas Huawei, il y a Emotion UI, c'est l'interface en fait de Huawei sur leur téléphone Android qui n'est pas du tout Android stock. C'est assez différent, même si ça commence à devenir... Qui a beaucoup changé, qui a beaucoup changé. La nouvelle version basée sur Nougat, donc Emotion UI 5.0, qui notamment fait revenir le tiroir d'applications qui était absent jusqu'à présent et qui marquait vraiment la ROM chinoise. Donc là, on a quand même
un appareil qui est plus dirigé vers le marché occidental. Tout à fait, ouais. Le design il fait un petit peu moins flashy, etc. C'est un peu plus sobre, on va dire, mais c'est toujours pas au niveau d'AOSP. Mais franchement, à tester, hein. Si vous connaissez pas Emotion UI, il y a certaines idées qui sont bonnes, d'autres un peu moins. Ouais. Il y a beaucoup de fonctionnalités en fait qui sont plutôt pas mal. Moi, une que j'aime beaucoup, c'est le réglage de la colorimétrie de l'écran via leur cercle de choix qui est vraiment très bien pensé. Du coup, on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Est-ce qu'on parlerait pas du Galaxy S8 rapidement? Est-ce qu'on parlerait pas du Galaxy S8 puisque Samsung ne le fera pas, ou très peu en tout cas. C'est vrai que ça fait plusieurs années que Samsung nous a habitués à nous présenter son flagship de l'année, enfin de la première partie de l'année, lors du Mobile World Congress. Ça a été le cas pour le S6, ça a été le cas pour le S7. Là, cette année, le S8 ne sera pas présent physiquement, en tout cas pas pour la presse, sur le salon. On ne pourra pas l'essayer. Par contre, il est dit qu'on aurait droit à une vidéo d'1 minute pour nous teaser le produit. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça pourrait ressembler à ce qu'on est en train de voir. En gros, là, c'est encore une fois Onyx, le même, qui est assez vite, et qui nous fait des rendus 3D. Donc là, c'est le Galaxy S8 en haut actuellement, et le S8 Plus en bas. Ils vont s'échanger leur place, voilà. Et en gros, pour faire rapide, les rumeurs sont de plus en plus insistantes, et on aurait en fait le format Edge sur les deux téléphones, c'est-à-dire les bords de l'écran incurvés et la coque à l'arrière légèrement incurvée. Nous, on n'aime pas trop ça à la rédaction. Là, j'ai le S7 Edge dans ma main. Parce qu'en fait, il y a les faux, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les faux positifs, je crois. En gros, quand je me sers du S7 Edge, l'écran vient jusqu'au bord, là. Et en fait, la paume de ma main va faire des actions que je ne voulais pas sur l'écran. Lancer des applis, fermer une appli, enfin, des choses assez embêtantes. Et il semblerait que Samsung ait réduit cet écran incurvé. Il est un peu moins incurvé, et du coup, la paume de la main viendrait moins... Sachant que le S7 était déjà un petit peu moins incurvé que le S6, qui lui-même était beaucoup moins incurvé que le Galaxy Note. Le premier, là, Et le Note 7 était moins incurvé que le S7 également, mais il a pris feu. Et nous, on peut pas le retrouver, hein, il a pris feu, voilà, impossible, hein, ça a tout fait cramer. Bref. Raté. Du coup, le S8 serait pas là. Non, le S8 ne serait pas là. Dommage. On a juste une vidéo qui nous le présentera rapidement, très brièvement, avec une date d'annonce. Donc, qui serait a priori prévue pour le 28 mars, si je ne dis pas de bêtises, avec une sortie début avril, dans la foulée. On a beaucoup de questions, mais qui spoilent un petit peu ce qu'on va dire après, donc on va pas y répondre tout de suite. Juste une petite info qui peut plaire, si vous aimez tout ce qui est pliable, je sais pas, ça peut arriver. Moi j'aime bien les choses qui se plient. Voilà. Oui, je sais pas. Par exemple. Bref. Samsung devrait montrer le Galaxy X, donc en fait ce serait le premier smartphone pliable au monde, mais alors montré, c'est-à-dire voilà, on voit plus ou moins les protos d'écran. En fait, ils vont pas nous le montrer à nous, voilà, ils vont le montrer aux investisseurs, ils vont le ça. montrer à leurs partenaires. Voilà. Ça va vraiment être bien closed door, uniquement pour ceux qui sont dans les petits papiers de Samsung. Grosso modo, il y a à peu près 99% de chances pour que vous n'en entendiez pas parler dans la presse, sauf fuite possible et probable où on pourra voir éventuellement le produit. Mais après ça, on en avait déjà parlé dans notre dernière émission de 2016, où on parlait des smartphones attendus dans le futur, et notamment en 2017, puisque les téléphones pliables sont bientôt là. On l'a vu notamment avec Lenovo, qui nous avait fait la surprise de sortir un téléphone qui se clipsait autour du poignet, qui s'enroulait autour du poignet au cours de l'été, si je dis pas de bêtises. C'est ça, là. C'est ça, ouais. C'était plutôt impressionnant dans la manière dont c'était fait, mais quand on regardait de près, c'était quand même très moche. Je vois pas trop l'intérêt de porter son téléphone autour du poignet. Mais bon, le fait est que la technologie est là, que ça avance, que ça approche, et que d'ici peu, on pourra en profiter, je pense. On passe à quoi là, du coup, dans le menu puisqu'on parle des absents, on pourrait également parler de Xiaomi, qui était présent l'année dernière pour nous présenter le Mi 5, qu'on a pu prendre en main sur le salon. Par contre, cette année, le Mi 6 ne sera pas présent, et Xiaomi non plus, qui ne vient pas après le départ du Gobara, au passage, qui a été un grand ponte chez Google, qui est passé chez Xiaomi, qui a permis d'internationaliser l'image de marque de Xiaomi, mais malheureusement pas assez la marque, puisqu'on ne peut toujours pas acheter les téléphones sur Amazon ou chez votre opérateur.
Et donc là, Hugo Barra s'en va de chez Xiaomi et ne sera pas présent, et la marque ne sera pas présente au Mobile World Congress, on ne pourra pas Et c'est bien la dommage. voir. Après, on pourrait se dire aussi qu'il y a une volonté de ne pas montrer des petits téléphones sur ce genre d'event, où de toute façon, les petits téléphones sont très rapidement effacés par les grandes stars dont on a parlé, notamment le G6 et le P10 qui risquent de beaucoup faire parler d'eux. Donc plutôt les garder pour plus tard. Et le Mi 6 devrait embarquer un Snapdragon 835. Et comme on l'a dit plus tôt, le Snapdragon 835 ne pourra pas être présent au Mobile World Congress à cause de Samsung qui s'est réservé tous les stocks. Voilà. Donc il y a de fortes chances que cet événement ait poussé Xiaomi à ne pas venir à Barcelone et pour conserver ces produits pour des événements plus tard dans l'année, certainement en mars, avril. On devrait en savoir un petit peu plus. En plus, ça faisait un peu de frustration d'annoncer des produits en Europe qui n'étaient pas disponibles en Europe, comme quand tu vas au CES et que tu n'es pas disponible aux États-Unis ou à l'international, ça la fout mal. Ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait cette année. Ils ont présenté plein de produits au C'est ça. CES, mais pour la Chine. Voilà, c'est un peu bizarre. C'était spécial. Il y a d'autres absents ou pas, du coup Non, je crois pas. Mis à D'aussi part, Samsung gros, en et- tout cas, ouais, c'est ça, après, oui, il y a sûrement des petits absents. Après, HTC, je crois, ne fait pas de conférence, mais l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils n'avaient pas fait de conférence non plus. Ils avaient juste fait un petit événement pour nous présenter leur gamme Desire, mais rien de particulier. De toute façon, HTC a déjà présenté ses U et U Ultra Ouais. et U Play, je Ouais. crois, Au CES, ouais. au CES. Enfin, juste après le CES, c'était le 12 Bah, nous, janvier. c'était pendant. Nous, on y était. Avec JB qui est en régie, tu te souviens JB On était au CES. Il me semble. On avait la vue sur la tour Trump, c'était magnifique. Superbe. Et on les avait c'est pris pas en main. gentil. Et après, ouais, vous, à Paris, vous êtes allés les prendre en main également. Oui, c'est ça. C'était nous à Paris où on l'avait vu un petit peu Tout à après. fait. Et donc du coup, le HTC 11, ou quel que soit son nom, Ouais. devrait arriver un petit peu plus tard dans l'année également. Mais Deuxième en tout cas, partie, il arrivera, c'est ça, ouais. sachant que la gamme U actuelle qu'on a vue, qu'on a essayé, n'est pas le flagship de HTC pour le premier semestre. Et encore une fois, c'est sûrement à cause du Snapdragon 835 qui a décalé finalement toute la production C'est des ça. flagships de 2017. Samsung a foutu une merde. Voilà. C'est- Et juste petite minute geek si ça vous intéresse, pourquoi Samsung a réussi à faire ça? Alors en fait, il y a plus ou moins deux réponses rapides. La première, c'est qu'en effet, comme Manu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Samsung qui fabrique les processeurs de Qualcomm, puisque Qualcomm développe le processeur. En gros, ils dessinent des choses, hein, ils font des petits calculs, etc. Ils envoient la feuille Mignon quand à tu dessines Samsung comme et Samsung crée des moules et hop, ils vont faire les puces les unes à la suite des autres sur des grands wafers. Et en gros, bah, Samsung a sûrement dit, ok les gars, on vous fait un prix sur la production, on vous fait la production en 10 nanomètres, etc. Finesse de gravure vraiment fine, ça consomme pas beaucoup, des grosses perfs. Et ils ont sûrement négocié un contrat d'exclus sur les premières semaines ou mois de commercialisation de la puce. Et l'autre raison aussi qui est probable, c'est le fait que Qualcomm va vouloir vendre ses puces en millions d'exemplaires. Donc si tu es Samsung et que tu lui dis bah ok je t'en prends 10 millions, et si tu es Xiaomi et que tu arrives et que tu dis bah je t'en prends 1 million, parce que finalement Xiaomi ils sont plus dans le top 5, bah Samsung il va dire ok bah, je sais Qualcomm pardon va dire ok pour toi, mais pour les autres il va falloir attendre malheureusement. Voilà. Voilà. Par contre, chez Samsung, c'est à noter quand même, ils seront présents sur place, pas Ouais. avec le S8, mais ils auront des annonces, ils ont une conférence. On devrait notamment avoir droit à une Galaxy Tab S3. Donc une nouvelle tablette haut de gamme de 9,7 pouces avec un écran de 2048 par 1536 pixels. Un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, appareil photo et surtout un S Pen. Le tout vendu, toujours selon les rumeurs, attention, à 600 €, ce qui est beaucoup trop pour ce genre Et de on la tablette. voit là sur l'écran, qui a envie de mettre 600 € là-dedans, sérieusement. Quand, Non, alors c'est pas pour faire la pub d'Apple ou iOS, etc. Mais quand on voit ce rendu là, tu te dis bah les gars, vous sortez d'où quoi? Plus personne veut acheter de tablette. Mais même chez Samsung, à l'époque, ils faisaient des Galaxy Note 10 Ouais. qui étaient plutôt sympas, plutôt quali. Là, franchement, enfin, 600 € pour c'est une tablette dégueulasse, comme ça, là, non, le c'est- bouton à l'avant, ça fait old school quoi. Ouais. Mais bon. Non, donc là, certainement mauvaise idée. Après, on verra. Encore une fois, ce sont des rumeurs, donc on verra ce que ça pourra donner de ce côté-là. On peut Sinon, passer à Sony. Non, tu voulais. j'allais y passer Ouais, justement. on a une petite question de Froxtease sur Twitter. Salut à toi, merci pour ta question et merci. Il paraît que tu nous suis beaucoup, que tu relais, etc. Donc merci à toi
de ton engagement. Ta question, c'est qu'est-ce que vous pensez du prochain Xperia X2 de Sony qui succéderait au Xperia X? Ouais, je pense du coup, alors les différentes rumeurs parlent essentiellement d'un XA et d'un XZ2. Donc là, c'est le XZ qu'on voit à l'écran. C'est possible qu'on les voit au Mobile World Congress. Les rumeurs sont quand même très éparses à leur sujet. Ouais, il y a peu de choses. Ouais, donc moi, je suis assez sceptique quant à leur présentation au Mobile World Congress. C'est possible, mais c'est possible aussi qu'ils soient présentés pour une sortie plus lointaine. Sony a l'habitude de faire ça. C'est ce qu'ils ont fait l'an dernier. C'est ce qu'ils ont fait l'an dernier. Le XZ a été présenté au Mobile World Congress et n'est sorti finalement qu'en juillet, un truc comme ça, pendant l'été. Voilà. Et ça pourrait encore une fois faire écho aux problématiques de Snapdragon 835, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un téléphone où il y a juste un 835, mais ils ont réussi à négocier la fabrication de 10 puces, et qu'ensuite ils sortent le vrai produit à l'été quand Qualcomm aura libéré un peu plus de fabrication sur 835, quoi. Voilà, donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Après, on a été un peu dubitatif l'année dernière sur la gamme de Sony qui se perd un petit peu, et surtout au niveau tarifaire. Parce que les produits de Sony en général ne sont pas mauvais, mais sont vendus beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à la concurrence. Clairement. Donc ils ont du mal à s'imposer dans le marché et c'est un peu dommage parce que moi le XZ j'avais bien aimé en l'occurrence. Un peu brique. Sympa. Un peu brique, un peu grand, mais quand même agréable à utiliser. Faut aimer les grosses choses dans la main. Et surtout, on y revient toujours, et surtout très agréable en main, avec ses bords arrondis. On a aussi d'autres conférences qui sont prévues avec notamment Nokia qui fait son grand retour. Ah ouais, Nokia, j'ai hâte. Moi aussi. J'ai vraiment très hâte. Je pensais pas dire ça un jour, mais Nokia, j'ai hâte. Et dis-nous pourquoi t'as hâte. Alors j'ai hâte parce que Nokia fait enfin son retour, non seulement avec des produits Android, mais aussi avec un nouveau 3310. Voilà, et ça c'est magnifique. Voilà, regardez. Alors c'est pas ça le nouveau 3310. ça c'est l'ancien. Est-ce que c'est celui qu'on a à la rédac? Parce qu'on en a un sur nos bureaux qui traîne depuis 2 ans. Non, l'écran est allumé, ça peut pas être le nôtre. Il est pareil, le nôtre il est pareil. Ouais. Et du coup, alors on n'a aucune info dessus. La seule rumeur c'est qu'il sortira à 60 € à peu près. Et alors voilà, est-ce que ça sera le même exactement? Est-ce qu'il y aura un écran LCD couleur? Est-ce qu'il y aura la 4G? Est-ce qu'il y aura l'Internet? On ne sait pas, voilà. Mais rien que le fait qu'il ressorte un Nokia 3310, je suis sûr, vous connaissez Nokia 3310, ça vous rappelle des souvenirs. C'est quand même un téléphone mythique qui doit être le seul téléphone d'ailleurs à avoir un même où on le voit remplacer le marteau de Thor ou casser des briques. C'est... Ah ouais. Et puis un sacré téléphone. Moi j'ai battu mon record au Snake dessus. Ouais. J'ai fait 1 500 000. Bah hier encore, à la rédac. Ah voilà, Games, impeccable, je me souviens de ça. Voilà. Mais du coup, ça a quand même lancé un débat tout à l'heure à la rédac pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire déjà. Est-ce qu'ils ont encore des lignes de fabrication pour des 3310? Est-ce que quelque part dans le monde, ils se vendent encore des 3310? Ils ont le moule du 3310. Et surtout, les composants qui sont dans les smartphones aujourd'hui ont beaucoup évolué et surtout ont beaucoup rétréci. Donc est-ce qu'ils vont faire un téléphone un petit peu plus fin, parce que c'était quand même une grosse brique, ou est-ce qu'ils vont prendre les mêmes composants, mais les composants actuels, mais dans la même coque qu'avant? Dans ce cas-là, on aurait une place folle pour une batterie. Je sais pas si tu imagines, mais s'ils gardent la même... 15 jours d'autonomie. Voilà, largement, même plus. Bah attends, t'avais déjà 15 jours avec le premier 3310, là je pense que tu tiens un mois avec un téléphone comme ça. Ça pourrait être cool. Mais heureusement, ils n'auront pas que le 3310 en nouveauté, parce que ça serait un peu décevant quand même. Juste pour rappel, avant d'en parler un peu plus en détail des vrais smartphones, en fait, Nokia n'existe plus vraiment. C'est HMD, un chinois, il me semble, qui a racheté. C'est un Finlandais HMD aussi, ok, autant pour moi, qui a racheté la licence Nokia. Et donc, voilà, c'est pas vraiment le Nokia d'antan. C'est juste le nom Nokia, ça sera le même, mais c'est un autre fabricant. Et du coup, qui nous prépare quand même, c'est combien? 4 smartphones là pour le 3. On a le Nokia 3, le Nokia 5 et le Nokia 6, donc sous Android. Le Nokia 3, on n'a absolument aucune information dessus. Est-ce que ça pourrait être le 3310, 3310 on ne sait pas, je vais pas m'avancer là-dessus. Ça serait quand même un peu étonnant, à moins qu'il tourne sous Android lui aussi. Pourquoi pas, après tout. Un 3310 sous Android. Tu l'as dit toi-même, imagine
la 4G sur un 3310, ça serait merveilleux. Sinon, on a le Nokia 5 avec un écran 5,2 pouces en HD 720p, 2 Go de RAM, 12 mégapixels pour 200 € ou un peu moins. Et le Nokia 6 avec un écran légèrement plus grand, 5,5 pouces en Full HD, Snapdragon 430, donc à milieu de gamme, c'est pas ce qu'on gamme. voit là. C'est pas ce qu'on voit là. Mais Alors, bientôt. C'est ça. Hein. Oui, ça c'est le Nokia 6. Parce que quelqu'un se l'est procuré. Et donc a fait un unboxing cet après-midi. Juste avant le live là, donc on n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais quelqu'un s'est procuré le téléphone, a fait un unboxing. Donc voilà le produit qui a l'air assez quali avec des bords en alu. A priori pour environ 250 € et avec une interface dégueulasse avec des gros ronds bleus assez ignobles. J'aime bien le bokeh là en arrière-plan, c'est joli. Hein. Oui, c'est joli. Joli plan ça. Ouais. On va en prendre de la graine à la régie là. Et en plus, ils sont vulgaires. Et donc, il faudrait compter aussi sur 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un appareil photo de 16 mégapixels et une batterie de 3000 mAh. Pas mal. Voilà. Et on peut voir un capteur d'empreinte, un bouton physique avec capteur d'empreinte qui fonctionne apparemment mieux que ceux de Samsung, puisque même à l'envers, il a l'air de, ah oui, de il fonctionne à l'envers. J'ai jamais testé à l'envers sur mon téléphone. Alors que chez Samsung, on a eu ce débat justement avec Omar. Lui a testé le Galaxy A3 de cette année, moi le Galaxy A5. Ça marche, et on trouvait que le capteur d'empreinte était très mauvais à ce petit jeu-là, parce que dès que le doigt n'est pas parfaitement en face, on le ressentait et c'était impossible de déverrouiller son téléphone. Et d'ailleurs, en parlant de capteur, moi j'ai une grosse attente pour le MWC parce que c'était il y a 2 ans, Qualcomm avait dévoilé le Snapdragon Sense ID au MWC. En gros, c'était un capteur d'empreinte que tous les constructeurs pouvaient utiliser et tu te mettais de la crème sur ton visage avant d'aller te coucher ou après t'être rasé, comme tu veux. Tu te mets de la crème sur tes mains comme ils le font à la régie parce que tu as les mains sèches. Et ben, malgré le fait que tu aies le doigt tout gras, et ben, le capteur, habituellement là sur les téléphones qu'on a, bon, le S7, ça va encore, enfin pas énormément non plus, mais tu as le doigt gras, tu as le doigt ultra mouillé, tu vas pas déverrouiller. Alors qu'avec le Sense ID, tes mécanos, tu as de la graisse partout, enfin faut pas non plus avoir du charbon partout sur le doigt, mais tu déverrouilles ton téléphone. Et on l'a pas encore vu. Tu le pourris, mais tu le déverrouilles. Voilà, tu le pourris, mais tu le déverrouilles. Je crois qu'il était sur le Mi 5S celui-là, voilà, mais on l'a pas vu vraiment même énormément. le Mi 5, il me semble. Le Mi 5 aussi. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est pas juste un capteur qui est génial parce que tu peux déverrouiller avec les doigts graisseux, surtout un capteur ultrasonique. Oui, voilà, ultrasonique. Donc en fait, idéalement, tu pourrais le mettre sous un écran parce que en gros, Qualcomm, quand ils faisaient la pub, je sais plus combien ils disaient, mais tu pouvais le mettre sous une épaisseur d'alu, de verre, de bois. Enfin, ils avaient vraiment cité plein de métaux, de matériaux. Et du coup, idéalement, tu pourrais le mettre sous un écran et comme ça, tu aurais plus le bouton physique. Faire disparaître le bouton. Et tu pourrais faire disparaître le bouton comme il y a en rumeur pour l'iPhone 8. Il y avait le Galaxy S8. Et c'est ce qu'on espérait pour le Galaxy S8, puisque les premiers schémas montraient une face avant, du coup, sans bouton Home. Donc on espérait beaucoup qu'il y ait justement ce capteur d'empreinte à l'avant qui permet de déverrouiller le téléphone. Mais les derniers schémas ont montré qu'il y a bien un capteur d'empreinte à l'arrière, très mal placé d'ailleurs. Très mal placé, très haut. Ça serait, si c'est là, en fait ça serait, je sais pas si ici on peut voir, là c'est le S7 Edge avec des belles traces de doigts sur le noir. Et en gros là on a le capteur au milieu de photo, ici c'est le, il me pète tout à la régie. Ici c'est le flash et en gros ça serait à droite, enfin à gauche, à droite pour vous, du capteur photo. Donc je trouve que c'est assez naturel parce que si on a le téléphone posé, hop, on prend le téléphone et on met son doigt ici. Après, avoir un pratique. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me choquent. Déjà, c'est que l'écran, a priori, du S8 ferait 5,8 pouces, si je dis pas de bêtises. Donc, il faut s'attendre à un grand téléphone. Ceux qui ont des petits doigts pour aller choper le capteur tout en haut, ça va être difficile. Oui, mais rappelle-toi que 5,8 pouces sans bordure, il paraît que ça équivaut à du 4,7 chez Apple. Alors, à voir ce que vont nous faire Samsung. J'attends de voir, mais a priori, il devrait être quand même un petit peu plus grand. Parce que même en le rendant un peu plus grand, je suis désolé, le gabarit va s'élargir. Deuxième petit détail, c'est qu'il est excentré, contrairement à tous les capteurs dorsaux qu'on a actuellement. Ce qui fait que quand tu le prends de la main droite, c'est prévu pour un droitier. Ah oui, par contre, si vous êtes du coup gaucher, de la main gauche, tu risques d'avoir encore plus besoin de tendre le doigt. Faire des versions pour gaucher, un peu comme avec les souris à une époque, t'achètes ta Logitech gaucher. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire quand même à ça. Hein. Mais voilà, du coup, c'était le petit instant capteur d'empreinte. Voilà.
On a également, donc pour continuer, le BlackBerry qui va nous en dire plus sur le Mercury. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir, toi, Pas du au tout. CES? Non, pas du tout. Du coup, BlackBerry s'est amusé au CES à présenter un nouveau téléphone, le Mercury, qu'on voit actuellement à l'écran, en disant « Bonjour, on a un nouveau téléphone, merci, au revoir ». Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ressemble à ça, qu'il a un clavier physique, qui tourne sous Android. Et qu'il a du Wi-Fi, je vois. Et qu'il a du Wi-Fi. Très bonne vue. Bravo. On voit un appareil photo. Certains ont pu le prendre en main. Ils ont pu expérimenter la surcouche, l'interface BlackBerry qu'on connaît déjà avec les téléphones D-Tech, D-Tech 50, 60 et 70 qui sont déjà sortis. Sous Android. Sous Android. Ils sont plus sous bébé OS. Ouais. Donc, apparemment c'est très fluide, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur et on va le découvrir là le 25 février, puisqu'ils font leur conférence un jour avant tout le monde. Ils attendent même pas que les journalistes arrivent. C'est attention, on fait la conférence. Il y a une petite question. Il y a des petites questions. Alors, on nous demande du coup... Monsieur Le Lama, j'aime bien la question de Monsieur Le Lama sur Twitch. Il y a Monsieur Le Lama sur Twitch qui nous dit, est-ce qu'il y a d'autres news sur les smartphones d'Alcatel? Il me pose une colle, Monsieur Le Lama. Alors oui, il y a des news. Ouais. On sait qu'ils vont présenter normalement 5 smartphones au Mobile World Congress. Ah oui, toi tu sors ça comme ça, bim. T'as tes notes. Comme ça, j'ai mes notes. Okay. J'ai préparé mon émission. Donc 5 smartphones seraient prévus pour le Mobile World Congress, dont un modulaire. Alors l'année dernière, ils nous avaient proposé leur téléphone vendu avec casque de réalité virtuelle. Ah oui. Pas comment ça a marché. Le line-up était assez bordélique. Désolé Alcatel, mais il y avait sur le stand, je crois qu'il y avait à peu près 12 téléphones. Il y avait 3 grandes gammes de téléphones, mais déclinées à chaque fois en différentes tailles, avec différentes RAM, avec différents processeurs. Il m'a fallu 3 calepins pour noter tout ce qui était présenté par Alcatel. Donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair là cette année sur les 5 smartphones. Et qui sortent également les produits, parce que c'est arrivé qu'Alcatel monte des produits, je me souviens c'était à l'IFA 2016. Je l'attendais avec impatience, je ne sais plus lequel c'était, un format vite fait phablette qui était assez fin. Finalement, il n'est pas sorti en France, donc voilà, c'était un peu le. J'espère que là, s'ils présentent des smartphones, ils sortiront en France au moins. Voilà. Donc après, téléphone modulaire, comme on le disait tout à l'heure. Attention. Attention, chez LG, ça n'a pas marché, ça les a même plombés pour 2016. Ouais. Chez Lenovo, a priori, ils n'ont pas l'air de se plaindre. Non, ça va, plutôt bien. Et je crois qu'ils prévoient la même chose pour un autre téléphone cette année, non? Il me semble, il y a des rumeurs là-dessus. Un moto modulaire. Un autre moto modulaire. Donc attention à ce qu'ils vont faire. Et sinon, on a Technoid, salut, qui nous demande ce qu'on pense du départ du Gobara de Xiaomi est-ce que c'est pas en train de perdre en qualité la ROM MIUI? Alors pour la ROM, est-ce qu'on peut répondre parce que son départ est... Alors est-ce que les deux questions sont liées? C'est surtout ça, parce que le départ est très frais de Hugo Barra. Le départ est très frais. Je pense qu'il n'y aura pas d'incidence avant 6 mois peut-être. Parce qu'il prenait je pense que c'est plus au niveau du marketing Xiaomi. Est-ce que Xiaomi a encore une chance, sachant que leur ROM devient de moins en moins intéressante et que ils ont perdu quand même leur principal porte-parole à l'étranger. Parce que je ne sais pas si tu pourrais me citer ne serait-ce qu'un nom de dirigeant chez Xiaomi. Xing Langwei. Je le connais pas celui-là. Je me serais contenté de Leibin, mais on va faire comme ça. Mais c'est vrai que sur le départ, parce que je préparais justement un article cet après-midi qui devrait vous intéresser si vous aimez bien le hardware. À retrouver sur frandroid.com dès demain. Voilà, c'est ça, demain je sais pas, mais très prochainement. C'est le fait en fait, Xiaomi va concevoir ses propres puces mobiles, un peu comme le fait Samsung avec ses Exynos, Apple qui conçoit maintenant ses propres SoC. Et en gros, la question, c'est un peu, qu'est-ce qu'ils ont y gagné? Et en fait, en me penchant un petit peu plus sur Xiaomi, je me suis rendu compte que le patron de Xiaomi a en fait annoncé qu'ils voulaient ralentir leur expansion à l'international et qu'ils voulaient solidifier les bases existantes. Donc en fait, le départ du Gobara peut aussi s'expliquer de cette manière. C'est que je pense qu'il allait clairement se faire chier dans les mois à venir parce que Xiaomi, maintenant, ils veulent, actuellement, ils sont en Asie, ils sont en Inde, ils sont au Brésil, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils vont peut-être maintenant, d'ici pendant 1 an, solidifier ces bases-là et il n'y aura rien en fait à l'international. Il ne faut pas s'attendre à un lancement de Xiaomi sur les smartphones en Europe, aux États-Unis d'ici 1 an ou 2 peut-être, ou jamais peut-être.
À voir. En tout cas, le Voilà. Mi 6, ne l'entendez pas tout de suite Non. en France ou alors en import. Ça, c'est vous qui voyez. On a Lordriguez sur Twitch qui nous demande: pensez-vous que les constructeurs peuvent encore nous surprendre niveau design smartphone et tout? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on commençait à s'embêter un peu. On commençait à s'embêter un peu, Niveau mais design. Cette année, je la sens bien. tu m'aurais posé la question il y a 4 mois, je t'aurais dit non, ils sont pas capables. Ouais. Et finalement, il y a Xiaomi qui est arrivé avec son Ouais. Mi Mix. Ouais, il a- Enfin, moi, je suis resté ébahi devant ce Ouais. téléphone, même si au final, il n'est pas aussi bien qu'il n'y paraît. Mhm. Et là, on sent que les constructeurs essayent justement, ils ont compris que Ouais. la population se lassait un petit peu du Tout à design traditionnel et cherchait à trouver des nouveaux designs. Donc on le voit avec le Galaxy S8 qui est borderless. Mhm. On le voit, alors certains reprennent, sont très, très carrés, hein, mais bon, le LG G6 est borderless aussi. Et on a toujours sur le LG G6 la petite barre supplémentaire Ouais. qu'on a également sur la HTC U Ultra, donc un affichage supplémentaire. Ils essayent tous un petit peu de trouver un petit truc, donc peut-être aurons-nous Alors, quelque chose. Après, ça dépend de quel type de design on parle. Parce qu'en effet, si on parle de design du téléphone au sens large, avec voilà, la manière dont est conçu un smartphone, on va pas vraiment pouvoir faire des révolutions. C'est comme la voiture qui existe depuis, je sais pas quand a été construite la voiture en régie, s'il vous plaît. Bref, ça fait des dizaines d'années que la voiture a la forme conventionnelle qu'elle a actuellement. Ça marche bien, c'est aérodynamique, etc. Et le smartphone, je vois pas, ils vont pas nous faire une grosse révolution cette année. Mais c'est vrai que tu as raison, sur les écrans sans bordure, il y aura quand même une bonne innovation, en tout cas une petite révolution. Et maintenant, la prochaine véritable innovation, en fait, c'est ce qu'on... Ah, ils ont la réponse en régie. La voiture a été 1886, la voiture, avec donc les 4 roues, les portes. Peut-être qu'il n'y avait pas de porte à l'époque. Merci, Jamy. Et donc, la prochaine révolution au niveau des designs de smartphones, ça va être quand on aura des smartphones qui pourront se plier. Voilà, c'est ça. Donc, on l'a déjà vu avec Samsung qui nous avait fait une présentation en 2014, si je dis pas de bêtises, ou 2013, à un CES, où c'était leur idée du futur avec une tablette que tu plies version portefeuille pour avoir un smartphone. Là, encore une fois, on voit Lenovo et leur smartphone qui peut se plier en bracelet. Ils avaient sorti deux, trois innovations comme ça, mais qui étaient de pures idées théoriques. Donc on espère qu'un jour ça arrivera, mais pour le moment on reste cantonné à des appareils rectangulaires. Qui fonctionne bien. Enfin, Qui fonctionne bien. Le form factor est assez bien. On va essayer d'avancer un petit peu. Est-ce qu'on parle encore de produits ou est-ce qu'on parle du MWC en lui-même? Alors j'aimerais évoquer encore 2 produits assez rapidement. Il y a Huawei qui a confirmé présenter la Huawei Watch 2. Ah. Donc, une montre connectée Ça, qui c'est va bien, arriver ça. a priori sous Android Wear 2.0 lors du salon. Ça fait un petit moment que les montres connectées, on n'en entend plus trop parler. Alors Il y a Google qui a sorti Android Wear 2.0 la semaine dernière. LG qui a annoncé 2 montres qui ne sortiront pas en France. En tout cas pour l'instant, mais d'ici les prochains mois, quoi. Ouais, c'est ça. Dans Les 6 prochains mois, en tout cas, il n'y a pas de visibilité. C'est ce qu'on nous avait dit également pour les Pixels, donc on attend toujours, de Google. Est-ce que ça relancerait les montres connectées? Moi, j'y crois pas. Bah, vite fait, quoi. Ouais, l'attrait de la nouveauté, mais c'est dur. Parce qu'Android Wear 2.0 apporte des nouveautés intéressantes, mais c'est pas non plus la révolution. Non, attendue. c'est pas la révolution. Et de toute façon, je pense, à titre personnel en tout cas, que les montres connectées n'ont pas d'avenir tant qu'on n'a pas changé de technologie de batterie. Ah oui, bah ça oui. Puisque moi personnellement, recharger ma montre tous les 2 jours, ça me pompe l'air, c'est pas permis. Et même tous les 4 jours pour la Gear S3 que j'avais essayé, qui avait une autonomie assez folle. Et du coup, je pense que tant qu'on n'aura pas inventé des batteries qui tiennent beaucoup plus longtemps, sans avoir une montre énorme sur le poignet, parce que là, contrairement au smartphone, ils ne peuvent pas étendre encore et encore la taille de l'appareil. Il n'y a aucune montre connectée qui arrivera à vraiment faire un boom. Et surtout, là, tu parles d'autonomie en termes de batterie, il y a aussi la question de l'autonomie en termes d'application, c'est-à-dire que être obligé d'avoir son smartphone dans la poche que tu recharges tous les soirs, ta montre dans la poche dans la poche sur ton poignet, pardon, que tu recharges tous les soirs, tous les 2 soirs, là, finalement, c'est un peu redondant parce que parfois, on a des montres connectées à la rédac et parfois, finalement, tu sors ton smartphone parce que tu sais que tu vas déverrouiller avec ton capteur d'empreinte en 1 microseconde, que tu vas lancer l'appli que tu voulais et que ça sera plus rapide que d'aller sur ta montre qui est un peu lente par rapport à ton smartphone, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu une situation. Alors sur Twitch, on a un certain
Ulrich FR. Bonjour Ulrich. Bonjour Ulrich, qui nous dit: nous avons hâte de lire le dossier de Vincent sur Xiaomi et son SOC. Donc, il va être bien. bien. Il était intéressant à écrire, donc je pense qu'il serait intéressant. Donc, merci Ulrich pour l'intérêt que tu portes à Frandroid et continue à nous lire. C'est très gentil. T'avais autre chose à dire, c'est ça, sur le. T'avais deux produits. Le deuxième produit, c'est HTC qui devrait éventuellement, en tout cas, ils ont annoncé que c'était prévu, on ne sait pas si ça arrivera pour le Mobile World Congress, qu'ils veulent annoncer prochainement un nouveau casque de réalité virtuelle. Alors, ce ne sera pas le Vive, ce n'est pas du tout ce qu'on voit ici, mais un casque mobile, c'est-à-dire un petit peu comme le Gear VR de Samsung, où on met un téléphone, enfin non, on ne sait pas exactement, parce qu'ils ont dit que ce serait un produit mobile un peu comme le Gear VR, mais que ce serait totalement différent du Gear VR. Donc on ne sait pas trop, voilà, ça va marcher avec un téléphone, enfin c'est compatible avec un téléphone, on ne sait pas trop quel sera le rôle du téléphone dans tout ça, mais apparemment ils veulent faire quelque chose d'un peu innovant sur ce marché mobile et surtout sur un marché beaucoup plus abordable que le Gear VR qui coûte déjà une blinde à lui tout seul et qui nécessite un ordinateur assez costaud derrière, donc il y en a facilement pour 1500-2000 € pour avoir l'ensemble de l'équipement. Allez, lâchez les billets. C'est parti, donc c'est pas accessible à tout le monde et là ils veulent se lancer dans la VR grand public, dira-t-on, plus facilement accessible. Il n'y a pas le patron de Valve là qui vient de dire qu'il croyait plus à la VR, non? J'ai cru voir ça passer sur Twitter vite fait tout à l'heure. C'était Rémi. Rémi, si tu nous suis actuellement, si tu as le lien vers cette info, j'ai cru voir un retweet de ta part, j'ai pas trop fait gaffe, où le patron de Valve, si je dis pas de bêtises, disait qu'il croyait plus à la VR. Voilà. Bon. Donc peut-être que nous pourrons voir un peu de VR sur le salon. L'année dernière, la VR était à tous les coins de rue au Mobile World Congress. Chaque stand avait son petit casque pour nous présenter son Tour de France avec la bicyclette et le casque en VR, la plongée sous-marine avec le casque en VR, le ski avec le casque en VR. Enfin, bref. Porno en VR. Le porno en VR. Dossier porno en VR dossier, sur Frandroid, si ça vous intéresse. Voilà. Vous tapez Frandroid porno VR, vous allez tomber dessus. Très intéressant avec à lire. Anna, Paulina. Paulina, voilà, de Dorsel. Bref. Voilà. Bref. C'était très sympa, paraît-il. C'est ça, attendez, juste avant de finir, Breaking news. C'était Gabe Newell, donc le patron de Valve, c'est ça si je dis pas de bêtises, qui a dit que la VR turn out to be a complete failure, donc est devenu un gros fail. Ouais, voilà, on peut le dire. Un fail. Je pense que les gens comprendront. On est sur Twitch de toute façon, donc les fails, vous connaissez. Enfin, pas pour Twitch. Oui, c'est ça. Explique-toi, Manu. Non, c'est une plateforme quand même gamer. Voilà, donc voilà, ils connaissent les mots comme what the fuck ou fait. Voilà, c'est ça. Aucun jugement de valeur sur Twitch en soi. Il va encore plus loin. Ils étaient optimistes. Bon, ok, après, on peut dérouler le sujet sur la VR. Je pense ça copie-colle. Je pense qu'on pourra faire. Garde ça pour une prochaine émission. Voilà. On parlera de la VR, promis, mais pas tout de suite. On a beaucoup à dire encore. Et on a notamment Lord Rodriguez qui nous devance sur notre planning et c'est parfait. Ça nous fait une très bonne transition. Voilà. Qui nous demande quelle est l'organisation d'une team comme Frandroid pour un salon type Mobile World Congress. Alors Vincent. Une très belle organisation. Cette année, on a mis les moyens, c'est-à-dire qu'on va à 9 au total. À Barcelone. Donc le MWC, c'est à Barcelone. Ça dure, on a combien de temps sur place? 5 nuits peut-être comme ça, je crois. On arrive le samedi 25 février et on revient en France le jeudi 3. Si je dis pas de bêtises. On a loué un grand Airbnb et en gros, en fait, on sera 3 de Frandroid en rédacteur. 3 rédacteurs, on a 2 caméramans. Ouais, 2 caméramans, 2 vidéastes même. Ils sont encore plus de caméramans. Ils font artistes. Le montage, 2 artistes, on peut le dire, 2 véritables artistes. Il y aura Numérama qui sera sur place aussi. On a 2 rédacteurs de Numérama. On a Lou, notre community manager, qui écoute vos questions et qui nous les retransmet. C'est ça, il y aura Rémi, le fameux Rémi. Rémi du marketing. Ulrich, voilà. Donc notamment, Lou sera présent pour faire des lives en direct sur Facebook, sur Periscope, sur je ne sais pas ce qu'il utilise, c'est lui le pro dans ce domaine, pour vous retransmettre justement un petit peu le backstage de ce salon et pas faire quelque chose comme on fait habituel d'un peu froid où on voit les produits, on vous les présente et on passe à autre chose et on vous envoie plein d'articles, mais quelque chose au plus proche de notre expérience à nous pour que vous puissiez le suivre vraiment avec nous. Ouais, parce qu'on a vu que vous avez bien apprécié au CES, j'y étais là en janvier.
On était un petit peu moins parce que le CES c'est un petit peu plus loin, il y a des annonces un peu moins intéressantes. Franchement, là j'ai plus hâte d'aller au MWC qu'au CES en termes d'annonces sur la mobilité. Et en gros, ce que vous avez bien apprécié, c'était, en fait, juste pour vous dire comment ça se passe, souvent on est invité à l'avance par les marques pour aller voir les conférences de presse. Donc elles vont nous présenter le G6 par exemple pour LG. Et souvent, à la fin de la conférence, il y a une petite zone où on peut prendre en main le produit et donc on peut tout faire avec le produit. On peut faire des photos, on peut filmer. Et donc nous, souvent, on prend en main le produit pendant 5-6 minutes, comme ça on regarde un peu à quoi il ressemble, l'extérieur, l'interface, etc. Et après, JB, notre réalisateur, Vincent, notre réalisateur, vient nous filmer, on fait un petit commentaire et hop, ils vont monter la vidéo et elle sort quelques heures après. C'est celle que vous retrouvez sur YouTube. Et ce qu'on a bien aimé faire au CES, c'était de prendre un Periscope ou un Facebook Live et en gros, juste avant de filmer cette prise en main un peu plus carrée, un peu plus quali, vous montrer voilà, à quoi ressemble le téléphone, à quoi ressemble l'interface, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on en pense. Et vous avez bien aimé, donc c'est pour ça qu'on va le refaire là pour le MWC, pour vous faire vivre en fait un petit peu aussi le salon de l'intérieur, parce que vous allez voir, vous allez halluciner. Quand on prend en main les produits, il y a la queue, parce qu'en gros on est, je sais pas, 100 journalistes, peut-être parfois plus, et il y a 10 téléphones, 20 téléphones, 30 pour les grandes marques, mais... Voilà, c'est assez drôle à vivre. Puis les conditions sont pas toujours optimales avec des spots ou pas du tout de spots. Des fois, c'est sombre, c'est très, très difficile pour nos caméramans qui nous filment pour essayer d'avoir un petit peu de lumière, d'avoir le bon angle, etc. Les téléphones sont très souvent anti-volés, donc c'est pas facile non plus de pouvoir bien les prendre en main et de pouvoir expérimenter tout ça. Donc vous pourrez le suivre directement avec nous et puis pourquoi pas venir avec nous dans des bars à tapas pour faire l'after après le salon, on verra bien. Tout à fait, parce qu'on va quand même beaucoup travailler. Faut pas s'imaginer que le salon c'est de tout repos. Le midi, souvent tu oublies de manger, même si le MWC c'est bien fait. C'est l'un des salons les mieux faits pour manger parce qu'il y a une petite cantine réservée aux journalistes. On sent que tu connais. Voilà, mais bref, non, on travaille beaucoup, le soir aussi on travaille, etc. Mais on va quand même décompresser quand il faut. Pour aller boire des bières, pour aller voir comment ça s'appelle la rue dans Barcelone, la principale. La Rambla, voilà. Je suis un très bon touriste. et voilà, je crois que c'est tout pour ça. En gros, on aura donc voilà toutes les conférences principales, on aura des tours de stand pour découvrir les produits. Comme ça va nous permettre d'apprendre les prix européens. C'est pour ça que parfois, en fait, on va vous faire une annonce où il y aura les prix en dollars ou alors les prix en euros et on va mettre à jour l'article ou faire un autre article derrière. C'est parce qu'en fait, au MWC, ils vont pas annoncer les prix pays par pays et c'est que quelques heures après ou quelques jours après, on va aller voir la personne qui s'occupe de la France qui va nous confirmer ou pas le prix en euros, etc. Donc c'est pour ça que parfois il y a des petits décalages entre ce qu'on annonce le jour même et ce qui sort après. Après, l'avantage de Barcelone sur le Mobile World Congress, c'est que c'est en Europe, donc on a quand même souvent des prix en euros et pas des prix en dollars. Dernière question peut-être. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a Brian Sun9 sur Twitch qui nous demande si on a vu le teaser de l'interface du G6. On a fait une news ce matin, je crois. C'est ça, ouais. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Non, on peut couper l'écran en deux. Voilà, c'est ça, c'est la vidéo là. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On peut prendre des photos en carré et écrire à côté, useless. Donc à voir ce que ça va donner, on peut paramétrer l'interface. Donc à voir ce que ça va donner quand on l'aura réellement en main. Ça, on vous le dira du coup le 26 février. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire sur ce Mobile World Congress 2017. Donc on sera présent sur place, n'hésitez pas à nous suivre. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous ont découvert sur Twitch aujourd'hui, on est sur frandroid.com, vous pouvez retrouver nos articles tous les jours. On a également une chaîne YouTube qu'on anime assez régulièrement, on a plusieurs vidéos par semaine qui sortent. Et si vous vous demandez ce qu'on fait, on fait des thèses, de l'actu autour de l'univers des nouvelles technologies, principalement Android, mais on teste aussi plein de belles choses, des drones, des voitures, des montres, que ce soit sur Android ou pas. Exactement. Enfin, tous les bijoux technologiques ou gadgets technologiques du moment. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir surtout été aussi nombreux à nous suivre. On vous dit à une prochaine pour un nouveau TechPaf et en attendant, des bisous. Salut. Salut.